Bonsoir, bonsoir. Après quelques minutes de galère, je vais appeler Delphine. J'en peux plus là. Waouh, c'est un truc de fou quoi. Je pense que maintenant, ça y est, vous allez pouvoir m'entendre. Normalement, c'est bon, vous devez m'entendre là. Dites-moi si vous m'entendez. Delphine, au secours, tu m'entends? T'entends très bien. J'ai Tout éteint le va bien. téléphone. En fait, tu sais ce qui s'est passé? J'ai utilisé mon casque tout à l'heure, mon casque audio, que je n'ai pas Ah, refermé. J'ai pas fait gaffe. Et il est dans l'autre pièce. J'ai trouvé la solution, c'est l'essentiel. Désolée pour ce oui, oui, non, c'est gentil de répondre. J'étais en PLS là. Tu vois, quand tu n'as pas la réponse de personne et que tu peux pas te connecter, c'est très compliqué. il n'y a aucun Et bien, ça souci. y est, J'étais voilà, confiante, j'étais sereine. c'est bien. Bah écoute, il vaut mieux. Hein. Quand on comprend pas les trucs, c'est un peu compliqué. Hein. Quand on a la solution, tout va mieux. Bon, eh bien, bonsoir Delphine et merci d'être au rendez-vous ponctuel. Désolée pour les 11 minutes de retard, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Il n'y a Il n'y a pas de aucun souci. souci. Aucun souci. Bon, comment vas-tu Delphine? Ça va bien, ça va bien. Je suis ravie d'être là ce soir. Moi aussi, je suis Il ravie s'est que tu passé sois là. tellement de choses que, enfin voilà, je trouve ça super de faire le bilan. On est tellement, tu sais, la tête dans le guidon que, en fait, se poser, prendre le temps, bah, ça permet aussi de faire un petit bilan et puis de se rendre compte du chemin parcouru. Mm. Ouais, j'ai remis la vidéo en story, mais je la remettrai aussi demain et tout ça. En fait, je me souviens quand tu avais accepté que je fasse le live avec toi, et en général, quand les gens arrivent sur le live, ça fait 2 mois avant qu'on s'est eu au téléphone. Donc là, c'était il y a un an, donc c'était 2 mois avant. Mm. Donc ça fait 14 mois. Et tu m'avais dit, c'est le dernier live que j'accepte. Oui. Tu ne le dis à personne. C'est confidentiel. Je n'ai rien dit. Je viens de signer avec Flammarion et je vais écrire un livre. Et donc, voilà, moi, j'étais sous la confidence et j'étais super contente. Et donc, je me suis dit, voilà, à la sortie de ton livre, je t'ai rappelé en disant, bon, allez, c'est peut-être le moment de faire un petit point toutes les deux et tu as accepté gentiment. Donc, voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire voilà, comme tu dis, ce bilan. Et puis, tu as eu déjà des témoignages à l'époque sur ton compte, sur tout ce que tu commençais déjà à mettre en place. Et j'imagine que ça a grossi. Donc maintenant, c'est toi qui vas nous expliquer un petit peu. Si tu veux réexpliquer quand même un petit Bien peu pour ceux qui ne connaissent pas sûr. du tout. Et puis voilà, bon, comme tu sais d'habitude, c'est très, très libre hein, ici. Donc voilà, il n'y a pas de, j'ai pas de fil conducteur. C'est toi qui gouverne aussi cette soirée avec ce que tu as envie aussi de nous déposer et de témoigner ici ensemble. Je te remercie. Alors donc pour raconter mon histoire brièvement, donc en 2019, j'ai accouché d'une petite fille, ma deuxième fille, dans la même maternité que pour mon premier accouchement. Et donc mon accouchement s'est très mal passé au point que je considère que ma vie a complètement changé depuis ce jour. À un point que je ne pouvais pas imaginer. On a tous dans notre vie des épreuves, mais cette épreuve-là, elle a été tellement importante que j'ai vraiment la sensation que c'est une nouvelle vie qui a commencé, que j'ai même une nouvelle identité, que j'ai à la fois des défauts, des qualités qui sont apparus euh, suite à cet événement. Donc oui, et puis surtout, je pense que c'est une raison de vivre qui est née à ce moment-là. Donc j'ai été victime de nombreuses violences, ce qu'on appelle des violences obstétricales. Donc j'ai eu à la fois un non-respect de plusieurs choses, par exemple non-respect de mon souhait d'accoucher dans la position de mon choix. Je demandais aussi par rapport à mon projet de naissance d'être avertie de tout acte. J'ai eu une épisiotomie sans mon consentement, sans que je sois avertie. J'ai demandé à ce que
mon mari puisse couper le cordon. Ça ne lui a pas été proposé. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça qui n'ont pas pu se faire, mais au-delà de ça, j'ai eu beaucoup de souffrances. La première, c'est avec une expression abdominale. Donc, une expression abdominale, ça consiste à vous enfoncer la main dans le ventre. Ça peut être aussi un coude. Ça peut être aussi un soignant qui vous monte dessus. Donc c'est une double violence parce que c'est une violence pour toi et c'est aussi une violence pour le bébé. Hein. Il faut quand même se le rappeler. Hein. Exactement. Et puis ça peut avoir des séquelles très graves. Je donne toujours l'exemple d'une personne qui s'appelle Lucie, qui a un compte qui s'appelle Baby à tout prix et qui est tombée 3 jours dans le coma suite à une expression abdominale. Donc, enfin voilà, c'est pour dire que ça a été prouvé que scientifiquement que ça avait des séquelles, ça pouvait laisser des séquelles physiques sur la maman comme sur le bébé. Bon, psychologiquement, je confirme que ça laisse aussi des traces. Donc c'est pour ça que c'est un acte qui est fortement déconseillé par la Haute Autorité de Santé depuis 2007. Mais malheureusement, nous sommes toujours, cet acte peut toujours se faire. En fait, il faudrait que cet acte devienne interdit et non plus fortement déconseillé. Et puis la deuxième grande souffrance que j'ai eue, c'est après avoir eu mon épisiotomie, j'ai entendu la sage-femme dire à sa collègue comment est-ce qu'on va recoudre ça à ton avis. Donc c'est devenu finalement la phrase qui n'est pas un mantra. Qui me suit au quotidien. Ouais. Voilà. C'est une sorte de mantra, exactement. Ouais, c'est pas un mantra. Par contre, tu as rajouté maintenant sur ton compte, qui n'était pas le cas il y a un an. Donc, Delphine Leclerc, victime résiliente. Ça s'appelle Recoudre ça, ton compte. Hein, je le rappelle au cas où. Voilà, parce qu'il y en a qui vont regarder sur YouTube et qui ne seront pas forcément familiers de tous ces trucs-là, mais c'est important de le dire parce que ça veut dire qu'il y a eu aussi du chemin par rapport à ça. Et on reviendra aussi sur l'identité dont tu as parlé, parce que je trouve que c'est vachement intéressant aussi. Et pour moi, ce soir, c'est aussi une façon de t'inviter, mais comme j'avais fait il y a un an, c'est aussi un acte militant. Tu vois, c'est quelque chose. Après, j'ai pas un compte militant, mais bon, j'ai toujours dit, je suis quand même très féministe. Hein, j'ai traversé pas mal d'épreuves dans ma vie, et il y a certaines personnes effectivement que j'invite. Bon, je cite souvent Thomas Piette, hein, qui est un garçon merveilleux. Je vous invite à aller voir, qui parle aussi des hommes, mais dans sa version, sa posture d'homme, lui, dans ce monde actuel. Et c'est aussi un acte militant quand j'invite aussi, voilà, Thomas, parce que je trouve que c'est important aussi de poser des actes concrets, que ces lives aussi puissent servir à des gens. Pour anticiper sur des potentielles belles filles, des filles qui vont avoir aussi des enfants, des jeunes femmes, des collègues, etc. Enfin, je fais une aparté, mais je trouve que c'est vraiment important de donner la parole. Tu as entièrement raison et je me souviens très bien de la première fois où tu m'as contacté en me disant voilà, je suis une femme, je suis une mère, ce sujet me touche, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de sensibiliser et je trouvais ça super. Et effectivement, le but de prendre la parole aujourd'hui, c'est de dire que effectivement, peut-être ça peut arriver à des futures mamans, mais ça peut aussi permettre à d'autres personnes, quelles que soient les générations, parce que j'ai beaucoup de témoignages, tu vois, de ma mère ou au niveau de ma grand-mère, des femmes qui disent ah oui, en fait, je viens de me rendre compte que ce que j'ai vécu, c'était une violence. Et c'est important aussi de pouvoir juste mettre un mot. Complètement. Et ça permet aussi de se construire, de se reconstruire d'une autre façon. Donc même si on a déjà accouché, c'est aussi un sujet, je trouve pour lequel il faut s'informer, parce que ça permet aussi d'avoir une autre lecture sur ce qu'on a vécu. Et je pense que ça a aussi une incidence dans la façon dont on élève nos enfants. Et sur la relation qu'on a avec nos enfants, si on se rend compte qu'en fait on a été victime de violence, ça peut permettre aussi d'avoir un rapport différent après avec ses enfants.
on en avait parlé après en off, toutes les deux, après le live, sur toutes les aussi. Ben, je me souviens un peu, on avait parlé aussi des incidents sur le conjoint, sur les enfants et aussi sur leur empreinte de naissance, parce que tu sais que c'est aussi un peu mon kiff aussi de faire parler les adultes aussi sur leur empreinte de naissance et leur, voilà, leur vision aussi de ce que leur mère leur a dit ou leurs grands-parents, etc. Enfin bon. Et donc tout ça, c'est vraiment pour moi capital et essentiel aussi à libérer, parce que les enfants, ils arrivent aussi avec des constructions aussi qui se sont faites aussi de représentation de leur propre naissance. Et puis, ce soir aussi, je m'adresse à tous les professionnels de santé, parce qu'il y en a qui me suivent, qui sont notamment des ostéopathes, puisque je sais que je fais des lives avec Elisa Boileau, qui est sage-femme et ostéopathe. Donc, ça concerne aussi les professionnels de santé qui peuvent aussi être alertés par certains de leurs patients ou qui même eux-mêmes exercent avec des collègues qui encore pratiquent ou disent ce genre de choses. Enfin, je veux dire, c'est une femme enceinte qui arrive et qui peut avoir des craintes d'avoir une seconde grossesse suite à de la maltraitance et de la violence, ça a des répercussions sur sa prochaine grossesse, etc. Donc c'est aussi un cercle vertueux à reconstruire et à chérir pour que tout ça puisse être aussi libéré de toute cette souffrance et qui a un spectre extrêmement large. On est d'accord, ça a un rayonnement sur plein de choses en fait. Tout à fait. Et ça permet aussi, en tant que professionnel de santé, de se questionner dans les interviews, dans les rencontres que j'ai pu avoir avec des experts. Des personnes m'ont dit, mais je suis professionnelle de santé, mais en fait, je me rends compte que pendant 10 ans, j'étais maltraitant. Et ça, c'est fort comme discours, c'est fort comme réaction. Et après, voilà, enfin, on fait tous des erreurs, mais l'essentiel, en fait, c'est de les réparer. C'est ça. Oui, parce que tu as fait des plateaux télé, c'est ça? J'ai vu que tu avais été au maternel. Oui. Ouais. Oui, j'ai fait la maison des maternelles. En fait, chaque interview a eu une incidence ensuite dans ma vie. Et la maison des maternelles a été très importante parce que j'ai beaucoup de femmes qui m'ont écrit suite à mon interview sur notamment le point du mari, en me disant mais écoute, tu devrais essayer une nouvelle méthode, ça s'appelle la T-card-thérapie. Je l'ai essayé et j'en ai reçu mais vraiment beaucoup de témoignages au tel point où je me suis dit bon, j'en avais déjà entendu parler avant, mais je me suis dit il faut vraiment que j'essaye. Et c'est suite à tous ces messages que effectivement pendant plusieurs semaines j'ai testé la T-card-thérapie. Alors tu veux nous en dire 2 mots? Oui, alors c'est une nouvelle méthode. C'est une machine qui délivre des ondes. À la base, c'est plutôt pour des cicatrices de sportifs de haut niveau. Et c'est de plus en plus détourné sur la femme. Donc, ça peut être pour tout un tas de problèmes. Ça peut être pour des kystes ovariens, ça permet de les réduire. Ça peut être pour de l'endométriose. Ça peut être aussi quand on a accouché, ça peut permettre d'avoir moins de lochis. Ça permet aussi d'avoir un syndrome prémenstruel plus supportable. Enfin, voilà, en fait, toute la sphère intime féminine peut bénéficier de cette machine, donc qui délivre des ondes, et en fait ces ondes permettent la régénération des tissus. Donc moi évidemment, ayant eu un point du mari, ayant été rabotée par un chirurgien gynécologue, ayant eu une épisiotomie et ayant eu une césarienne lors de mon premier accouchement, il y avait effectivement beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai, je peux l'attester que sur moi, ça a permis d'avoir un bénéfice. En gros, si je devais noter ce que j'avais fait avec la personne qui a pratiqué donc la T-card-thérapie, qui est en l'occurrence une kiné, elle m'avait demandé de me mettre une note de mon état avant d'utiliser la machine et jusqu'à la dernière séance. Je suis passée de 4 sur 10 à 6 sur 10. Donc, ce qui paraît peut-être anodin, mais ça m'a permis vraiment d'au moins d'avoir plus que la moyenne. ce qui est bien. Mais du coup, les ondes, c'est quelque chose que tu vas mettre sur ta zone pelvienne. Comment ça se passe? C'est à distance? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, il faut imaginer une machine avec des tuyaux et au bout d'un tuyau, un espèce de disque métallique. On met une sorte de crème sur
la zone concernée. Ok. Et ensuite, on met plus ou moins des ondes plus ou moins fortes. Ok. Et c'est sur un temps donné, donc ça va être, en général, c'est plein de petites phases d'une minute environ. Et donc à chaque fois, en fonction de la zone, on met plus ou moins fort, en fonction des réactions. En fait, à chaque séance, il y a une réaction. Alors, première séance, moi, j'ai vraiment senti tout de suite une amélioration. Et puis après, beaucoup de douleur et je me sentais moins bien qu'avant de tester la thérapie. Donc, ce qui était super en fait, c'est que ma kiné ne m'avait rien dit. Elle voulait pas m'influencer, mais elle m'a dit effectivement, j'ai beaucoup de patientes qui constatent un espèce de retour en arrière. Et puis, il faut persévérer. La troisième séance a été très dure, vraiment très douloureuse. C'est pas du tout pendant la séance. Pendant la séance, ça peut être un peu chaud, etc. Enfin, c'est complètement indolore, mais c'est après, en fait, où ça travaille beaucoup. Pour te dire, après c'est les oui. tissus qui vont travailler, c'est ça. Mais du coup, c'est toi qui manipules le fameux disque ou c'est la kiné c'est la kiné. Ok, ok. Et c'est toi qui la dirige et qui dit les endroits qui sont les plus douloureux, les plus à traiter, on va dire. En fait, elle le sait. C'est en fonction des questions qu'elle va me poser avant de commencer, c'est-à-dire par rapport aux réactions que j'ai eues. Tu vois, est-ce que c'est plus devant, derrière, sur le côté, etc., qu'elle va remettre, voilà. Et puis, tu vois, est-ce que par exemple, est-ce que je vais avoir des contractions? Est-ce que ça va me piquer? Est-ce que ça va me chauffer? Est-ce que je vais avoir une sensation de relâchement? Voilà, tous ces éléments-là, en fait, ça va faire qu'elle va adapter le soin. Eh ben super intéressant. Hein. Je savais pas et c'est chouette. Ben, merci pour le filon. Pour toutes celles qui souffrent. Je te redemanderai en privé. Je mettrai certainement sous la vidéo pour ceux qui ont envie d'aller voir un peu plus loin, quoi. Donc, tu parlais du plateau et des gens qui t'ont donné ça. Et ça a ouvert aussi sur d'autres perspectives pour toi. À chaque fois que tu faisais une interview, tu avais à chaque fois des retours et un enrichissement aussi sur ta posture, sur tout ce que tu avais aussi à transmettre par rapport à ton livre et à ton expérience, c'est ça? Oui, alors j'ai été vraiment très étonnée parce que j'ai eu beaucoup de réactions. Alors, soit justement des personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et je te dis, pas forcément de façon récente. Vraiment, parfois, ça arrivait que c'était de 20 ans, 25 ans. J'ai reçu aussi de très beaux messages de soignants qui me disaient, effectivement, j'ai été témoin de violence, j'en souffre, j'ai envie de changer de métier, ou des personnes qui étaient étudiants en médecine et qui disaient voilà, moi j'ai vraiment envie de faire ce métier, je ne sais pas comment je peux faire ce métier sans être confrontée à ce type de violence. D'autres personnes qui m'expliquaient que effectivement c'était compliqué, que dès qu'on dénonçait, on se sentait soit on demandait de ne rien dire, soit on avait l'impression d'être mis de côté. Donc, pas mal de personnes qui se posaient des questions. Il y avait des personnes aussi qui avaient décidé de partir en libéral. Après, j'ai aussi des très beaux témoignages de personnes qui m'ont dit « Je déteste lire et j'ai adoré lire votre livre et je l'ai lu très vite et voilà, je trouvais que c'était un très beau cadeau. » Ben oui, c'est clair. J'ai hâte de recevoir le mien, je te le dis. Bah oui, j'ai hâte que tu le lises. Arriver, Et voilà, donc ce genre de témoignages, beaucoup de témoignages de papa également. Bah oui, c'est important. Et ça, je trouve ça super. Ah ouais, mais c'est normal. Ça super, vraiment. Parce que, on peut pas faire sans, quoi. Donc, voilà, beaucoup de messages. Et vraiment, enfin, à chaque fois, beaucoup de bienveillance, aussi beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour savoir qui est-ce que j'avais vu. Alors, on m'a jamais demandé enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de personnes respectueuses. On m'a jamais dit où est-ce que vous avez accouché,
quel est le nom de votre chirurgien, que j'aille lui casser la figure. Non, 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 ça a toujours été très, très correct. Mais on m'a déjà demandé, oui, les contacts de ma psychologue, les contacts de ma enfin pas ma sage-femme, mais ma kiné. Enfin, voilà, on a déjà essayé des choses, et je sais qu'il y a des personnes que j'ai recommandées et que voilà, pour qui ça a été bénéfique. Donc j'en suis ravie. Ben, bravo, ouais, c'est bien de pouvoir passer le relais aussi, de soutenir ceux qui sont dans le besoin, évidemment. Et depuis la sortie de ton livre, donc, il s'est passé plein de choses. Oui, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais envie de m'engager encore plus dans deux choses. La première, c'est évidemment la lutte contre les violences obstétricales et gynécologiques. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais féministe, que c'était un sujet qui prenait énormément de place, que ça avait une incidence sur tous les pans de ma vie, sur la façon dont j'élevais mes filles, sur ma relation avec mon mari, sur la sororité que je peux avoir avec mes amis, sur ma relation avec les soignants, sur ma façon de prendre soin de mon corps. Donc ça, c'était très, très important. Et puis après, en tant qu'autrice, c'est vrai que je me suis rendu compte en fait que je pouvais pas m'empêcher d'écrire. Voilà, ça a fait quelque chose en moi d'irréversible. C'est-à-dire que pour te raconter l'histoire de comment est-ce que j'en suis arrivée à écrire un livre, c'est une histoire de dingue. C'est-à-dire que après mon accouchement, j'ai eu un stress post-traumatique très important. J'avais des flashs jour et nuit de ce que je vivais. Et une nuit, je me suis mise à rêver, ce qui était très rare puisque je dormais quasiment pas. Et je me suis vue en train d'écrire un livre. J'ai entendu la sage-femme que j'entendais tous les soirs au moment où je me couchais me murmurer à l'oreille: comment est-ce qu'on va recoudre ça? Et donc je voyais que c'était le titre de mon livre, et je me voyais choisir les mots, et plus je choisissais le mot juste, et plus je ressentais un soulagement. Et je me suis réveillée, je me suis dit non mais c'est un rêve très intense, tellement intense que ça a réveillé mon mari, et il me dit ça va? Et je dis oui, j'ai fait un rêve très bizarre. J'ai rêvé que j'écrivais un livre. Il me dit ah bon, c'est génial. Je dis mais comment ça? Je dis non, il me dit ça parlait de quoi? Je dis ça parlait de l'accouchement. Il me dit oui, oui, mais c'est super. Et je lui dis non, non, c'est super, mais non, je vais pas le faire. J'étais à l'époque pas sur les réseaux sociaux. J'étais très réservée. Enfin, j'imaginais pas du tout écrire un livre. Et pendant une semaine, je ne pensais qu'à ça. Et je me suis mis devant mon ordinateur en me disant bon, ça va être vite réglé. Je vais avoir une page blanche et on n'en parlera plus. Et là, j'ai écrit de façon frénétique, comme un pianiste sur son piano, et j'ai écrit les 2 tiers du livre en un mois. C'est l'appel de l'âme, hein. T'as pas le choix là. Ah oui. Et en fait, voilà, là je continue à être réveillée soit la nuit, soit le matin, et il y a des choses que j'ai besoin d'écrire. Donc je les écris et c'est salvateur. Mais voilà, enfin, j'ai vraiment l'impression que ce livre est venu me chercher. Je trouve ça très touchant qu'il ait été publié. Alors pareil, l'histoire de la publication est assez incroyable. J'avais envoyé mon livre à plusieurs maisons d'édition, et finalement, il me restait plus qu'une seule cartouche. C'était Flammarion. J'avais pas osé en fait. C'était pour moi la maison d'édition la plus prestigieuse à mes yeux, et je ne pensais pas du tout que mon histoire pouvait les intéresser. Donc finalement, je me suis dit bon, de toute façon, t'as plus rien à perdre. J'ai envoyé mon manuscrit par mail, et le lendemain matin, j'ai reçu un
appel de la personne qui est devenue ma future éditrice et qui m'a dit « J'ai lu votre livre dans la nuit et je me suis pris une claque. J'aimerais vous voir. » C'est beau. Voilà, c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis que vraiment ce livre, il avait une place et je suis ravie qu'il soit venu me chercher et que maintenant il soit sur quelques étagères parce que j'espère qu'il a apporté, qu'il apporte une réparation Bien sûr. parce que c'était ce c'était son rôle. C'était son rôle visiblement et je suis ravie d'avoir été le catalyseur de tout ça. Oui, enfin, il a fallu quand même que tu vives une expérience quand même assez dramatique pour en arriver là, quoi. Hein. Le livre, il est. Après, est-ce que c'est l'expérience qui amène le livre? Est-ce que c'est le livre qui amène l'expérience? Je pense que voilà, on ne saura jamais la finalité Oui. de tout ça, hein, mais bon, en tout cas, il y a certainement quelque chose de l'ordre voilà, du destin qui fait que de toute façon, tu es une forme, comme tu dis, aussi de porte-parole par rapport à ton histoire. C'est clair que ça éveille à tellement de fantômes aussi, hein, comme tu dis, toutes ces femmes qui ont vécu des violences et dont elles n'ont pas forcément pris conscience. Hein. C'est un peu comme MeToo, on va dire, tu sais, c'est un Exactement. truc, tu vois, qui pète à la gueule, excuse-moi d'expression, mais c'est un peu ça en fait. Hein. C'est une forme de réappropriation de soi, de son corps, de sa dignité. C'est vraiment fondamental. Oui, et puis en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que la notion de consentement n'est pas vraiment n'existe pas vraiment dans notre société, dans le sens où on ne se rend pas compte à quel point nous sommes libres de dire non, à quel point nous avons le droit de retirer un non, à quel point un silence n'est pas égal à un oui. Et pourtant, dans la loi Kouchner, la loi 2002, nous avons des droits en tant que patients. Et c'est vrai que c'est dans la loi, mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas du tout dans nos usages. Le fait de dire non à un professionnel de santé, ça paraît complètement illogique parce que quand on prend rendez-vous avec un soignant, on s'en remet à lui, c'est lui qui sait, c'est lui qui a fait les études, ce n'est pas nous. Et du coup, c'est presque offensant de dire non ou de retirer son oui. Et Oui, c'est bien là le problème. Alors qu'en fait, on ne le sait, je pense qu'on ne s'autorise pas, on ne se donne pas la liberté de dire non. Et pourtant, alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez ma sage-femme libérale, quand elle devait m'examiner, en l'occurrence quand elle devait me faire un toucher vaginal, elle n'a jamais eu à me demander est-ce que je peux, enfin, elle le fait d'une autre façon, où on donne vraiment la sensation à la patiente d'être libre de son corps. Elle me dit, vous dites quand vous êtes prête. C'est-à-dire que c'est même pas est-ce que je peux y aller, sinon c'est la patiente qui donne son OK. Voilà. Et en plus, elle fait ça d'une façon super parce qu'elle met beaucoup d'humour, donc elle me dit toujours, allez, on part à la plage. Donc, effectivement, je suis souvent partie à la plage avec Bradley Cooper grâce à elle. Voilà, elle est géniale parce que elle est très respectueuse. Enfin, voilà, je crois que c'est important d'avoir en tête que quand on va à un rendez-vous médical, on peut dire non à tout moment. Et quand on sort de ce rendez-vous, si on ne se sent pas bien, si on a un mauvais sentiment, il faut se poser les bonnes questions. Et en fait, tu vas en parler tout à l'heure de la thérapie. Il faut imaginer donc une femme, bon, ça aurait pu être un homme, hein, mais c'est une femme qui a donc vu mon intimité, on va dire, en long, en large et en travers, qui a mis donc je te dis un espèce de petit disque dessus, enfin, on peut dire, qui a forcément appuyé sur certains endroits, enfin, voilà, on peut dire que vraiment, elle a été au plus proche de mon intimité. Mais je peux t'assurer que jamais, à aucun moment, je ne me suis sentie mal. Alors
alors que j'ai vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. On pourrait se dire, bon bah, cette personne-là, elle ne peut plus avoir affaire à un professionnel de santé qui examinerait son intimité, regarderait son intimité. Non, je veux dire, autant je peux te dire que oui, c'est difficile pour moi d'aller voir un gynécologue. Alors en l'occurrence, j'ai trouvé une bonne solution, un bon compromis, parce que ma généraliste qui m'a suivie a une formation en gynécologie, donc en fait, je retourne toujours avec elle, mais tu vois, demain j'ai besoin d'aller chez un spécialiste, j'irai pas toute seule. J'irai pas toute seule. Après ce que j'ai vécu, j'irai pas toute seule. Mais pour autant, tu vois, là, je suis allée chez ma kiné, et à aucun moment je n'ai senti ne serait-ce qu'un regard. Tu sais, simplement la façon dont elle aurait pu, alors que t'imagines, avec toute la violence que j'ai eue, t'imagines bien que bon, j'ai une intimité qui est très meurtrie. Voilà, tu vois, j'essaie de trouver des mots pudiques pour expliquer ma situation. Et à aucun moment, je n'ai senti un regard curieux, un regard gêné déplacé, ou un regard gênant. Bien sûr. Voilà, ou un regard déplacé. Donc, ça pour dire que je pense qu'il faut se dire que c'est pas dans notre tête, il faut faire confiance à son ressenti. C'est très important. Complètement. Et du coup, tu vois, ce qui me vient à l'esprit, Delphine, par rapport à ce que tu disais, est-ce que dans tes projets, c'est d'aller voir les facs de médecine, de gynécologie ou d'obstétrique ou de sage-femme? Alors, j'adorerais. Parce que ça me vient à l'esprit, je me dis que c'est la voie royale aussi, tu vois, d'aller faire des conférences dans ces endroits-là et d'apporter des bouquins pour que les gens se renseignent, en fait. Alors moi, vraiment, hein, c'est mon rêve d'aller en école de sage-femme, voir les futurs chirurgiens gynécologues. Et je sache que j'ai déjà démarché des écoles et ça n'a jamais abouti. Donc, je lance un appel. Si quelqu'un a envie que j'aille dans son école, ce sera avec grand plaisir. Voilà, c'est très important pour moi parce que tu vois, même j'adorerais aller dans des lycées, j'adorerais aller dans des collèges pour raconter mon histoire d'une façon évidemment très pudique et sans pour autant quitter, mais simplement pour alerter et pour sensibiliser sur la notion de consentement. Voilà, pour moi, c'est très important. Parce que qu'on soit un jeune homme ou une jeune femme, on sera tous amenés à aller chez le médecin, chez un spécialiste, passer un examen médical plus ou moins invasif. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi de savoir que ça peut arriver, tout simplement. Et les démarches que tu as faites, c'était avant la sortie de ton livre? Non, c'était après. Okay. C'était après. Mais là, il n'y a pas très longtemps, j'ai signé une charte qui est passée dans le monde et avec beaucoup de professionnels de santé. Et donc là, on commence à se contacter, etc. Parce que effectivement, c'est une autre façon de toucher les professionnels de santé. C'est plus par un biais associatif que voilà, on échange. Après, si demain on me dit est-ce que tu veux venir raconter ton histoire devant une assemblée de professionnels de santé, oui, je serais ravie. Et du coup, tes projets, c'est quoi là? Alors mes projets, moi j'aimerais beaucoup que la loi change. Voilà, donc ça restera toujours très important pour moi. Je rêve que l'expression abdominale soit officiellement interdite. Voilà, le jour où ça arrive, je fais la fête comme si j'avais gagné des millions d'euros. J'en ai strictement rien à faire de gagner au loto, tu vois, mais ça, c'est vraiment très important pour moi. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que je rêve que mon livre soit adapté en film. Pour l'avoir vécu, le trauma, c'est vraiment très cinématographique. C'est-à-dire que si je te dis Matrix, tu
tu comprends tout de suite ce que je veux dire, tu vois tout de suite ce que je veux dire, l'impression d'être transporté dans une autre dimension. Mais moi, c'est ça, c'est quand j'avais mon stress post-traumatique, j'avais vraiment l'impression que j'étais transportée dans la salle de naissance. Et après, j'ai fait aussi beaucoup de cauchemars où j'étais dans la salle de naissance et où je ne trouvais pas la porte de sortie. Et ça, ce sont des rêves qui m'ont accompagnée quand même pendant plusieurs mois. Et donc, dans mon livre, donc je raconte comment Bradley Cooper a joué un rôle inattendu lors de mon accouchement. Tu en avais parlé, je crois, au premier live, il me semble. Ça me dit quelque chose. Et du coup, voilà, donc j'adorais que donc pour répondre à ta question, donc ça fait plusieurs fois que j'essaie de lui envoyer mon livre par son agent. Malheureusement, la douane américaine bloque le livre et ils aiment beaucoup le livre visiblement. Donc là en ce moment ils commencent à me le renvoyer. Okay. Je commence à recevoir des exemplaires que je lui avais envoyés. Alors le livre est ouvert. Enfin bon, visiblement il est consulté, mais malheureusement ça ne va pas jusqu'à lui. Donc je persiste. Et j'ai vraiment envie que mon histoire soit adaptée parce que le jour où elle sera adaptée au cinéma ou à la télévision, il y aura d'autres personnes qui seront sensibilisées en fait. C'est d'autres personnes que des lecteurs. Et ce sera aussi une autre façon de s'en souvenir. Je suis quelqu'un aussi qui mémorise beaucoup par l'image. Donc je crois aussi que ça marquera les personnes d'une autre façon. Et puis j'adorerais aussi que les acteurs de ce film rencontrent les soignants qui m'ont sauvée. Ça, c'est vraiment ce que je leur ai dit à tous mes soignants. T'imagines le jour où j'ai annoncé à ma psy, voilà, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que j'écrivais un livre et elle m'a dit, c'est bien d'avoir des projets. Et le jour où je lui ai dit, en fait, mon livre va sortir chez Flammarion, alors là, c'était juste incroyable. Et donc, j'adorerais lui annoncer que oui, qu'il va y avoir un film. Il sort en salle le 28 septembre, c'est ça? Voilà, j'adorerais. Et donc, je leur ai dit à toutes, à ces 5 femmes qui m'ont sauvé la vie, je leur ai dit, je vous préviens, si j'arrive à faire ça, dans les conditions que je souhaite mettre, c'est vraiment que les professionnels de santé rencontrent leurs homologues acteurs pour qu'ils puissent vraiment avoir le ressenti de cette histoire. Et puis c'est une façon aussi de leur dire à nouveau merci. Donc ça c'est un de mes projets. Et puis j'ai aussi un autre projet de livre qui est un livre pour enfants. Et c'est la première fois que j'en parle, hein, donc tu vois, je te fais la primeur, mais oui, c'est un projet très important pour moi qui est dans la continuité en fait de mon combat, et c'est un livre qui est aussi venu me chercher en rêve. Donc je ne peux pas passer à côté de lui. Voilà, je sais vraiment maintenant après avoir vécu cette première expérience avec ce livre, je ne peux pas l'occulter. Je suis obligée de le vivre. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser au final. Je travaille dessus, mais oui, je vais accoucher de ce livre, c'est sûr et certain. Et puis après, j'ai envie de continuer à faire des salons. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que oui, on rencontre des lecteurs, c'est une rencontre physique, donc forcément il se passe quelque chose dans le regard d'important. Et puis c'est super aussi parce qu'on rencontre d'autres auteurs et ça permet aussi de croiser d'autres histoires fortes.
Et puis c'est vrai que je suis fascinée. Moi, mon histoire, c'est une histoire que j'ai vécue, mais je suis toujours fascinée par les personnes qui ont la capacité de créer une histoire de A à Z. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, tu vois, j'ai beaucoup de projets. C'est vrai que depuis mon accouchement, je me rends compte que je vis différemment. Je vis beaucoup plus intensément. Je veux dire, je vis comme si chaque jour était le dernier. Ce qui est très fort. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on se lève le matin en se disant bon, allez, aujourd'hui c'est peut-être le dernier jour, ce soir je suis peut-être plus là, donc je donne tout. Et c'est vrai en fait que tous les matins je me réveille et tous les matins je pense à mon livre. Et tous les matins, je pense à tout ce que je voudrais faire pour que mes filles ne vivent jamais la même chose que moi. Et donc, j'essaie vraiment de faire mon maximum. Alors, évidemment, je suis pas députée, ministre, sénatrice. J'ai pas le pouvoir de changer les choses euh, assez rapidement, on va dire. Mais je fais ce que je peux à mon niveau. Et je pense que tout le monde peut faire quelque chose à son niveau. Donc, ça peut être discuter avec une personne qui est sur le point d'accoucher. Ça peut être justement parler, tu vois, de la thérapie à quelqu'un qui souffre d'une cicatrice. Ça peut être parler d'éducation avec d'autres mamans. Ça peut être, enfin voilà, c'est des choses plus ou moins importantes. Et puis, bah, tu vois, là, comme ce soir, bah, je suis ravie de discuter avec toi et de pouvoir sensibiliser. C'est vraiment, pour moi, c'est très important. Je sais que ce soir, je vais me coucher sereine, avec le sentiment du devoir accompli. Ouais, bah moi, c'est quand je fais certains lives, Voilà, je me dis, toi, c'est pareil. bah oui, Ouais. je me dis, bon, voilà, après, c'est posté, les gens font ce qu'ils veulent, mais je sais que j'ai fait quelque chose, j'ai posé une graine et ça me paraît, Mm. ça fait partie de ma vie, c'est clair. Et du coup, je vais te poser la question, tu évoquais tes filles et évidemment Mm. ton mari, Oui. euh, parce qu'elles sont petites. Du coup, comment ça se passe leur vie par rapport à toi depuis que justement il s'est passé tous ces événements, de l'écriture, la sortie du livre, tes absences aussi sur les salons, enfin je veux dire voilà, Mm. soit la famille suit, soit la famille ne suit pas, mais qu'est-ce qui se passe au sein de ta famille par rapport à tout ça, avec des mots évidemment adaptés à tes enfants, mais forcément ça bouge tout le monde. Oui, alors, je dirais que le livre a réparé toute la famille. Ok. Vraiment. Le jour où il est sorti, le jour où j'ai reçu le livre, où j'ai vu la couverture, parce que il faut savoir que ce sont les maisons d'édition qui choisissent les couvertures. Après on peut le montrer Discute, mais à l'auteur, mais c'est jamais l'auteur en fait qui dit bonjour, je voudrais que ce soit. Donc en fait c'était très important pour moi évidemment la couverture parce que quand j'ai vu le livre, j'ai été rassurée en me disant c'est très doux. tu l'as pas là. C'est Quoi. ah je l'ai, mais attends, Ouais. Bah, je vais tu vas essayer aller de chercher parce que moi je l'ai sortir. pas reçu, donc mais j'aimerais bien qu'on le Attends, montre comme ça. c'est très. Attends, excuse-moi parce que du coup je suis un peu. Non mais vas-y, prends ton temps. Ce sont des couleurs Très très douce. douces. C'est pas du tout. Alors, hop, est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Voilà. Ce sont des couleurs très douces et du coup, euh, il y a rien de provoquant. En même temps, bon, bah, on explique quand même hein, le pourquoi. Il y a un côté militant, alto-violence à l'accouchement. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, ça correspond vraiment à ce que je voulais. C'est-à-dire quelque chose de très pudique. Oui. Et donc ça, c'était réconfortant pour moi de me dire que la perception que je souhaitais que l'on ait de mon histoire avait bien été comprise Et respecter, ouais. euh, et respectée. Et donc, ce qui est très beau, c'est que après, quand mon livre est sorti et quand on a commencé à le voir dans les magazines, etc., ça arrivait que mes filles feuillettent le magazine et disent « Ah, c'est le livre de maman !» Alors que je leur avais pas dit « Je suis dans le magazine ». Donc,
vraiment, elles, alors qu'elles sont toutes petites, elles ont 3 et 5 ans, elles arrivent à reconnaître mon livre. Donc ça, je suis toujours étonnée. Et puis alors moi, mes filles, effectivement, je leur ai jamais caché ma situation, donc je leur ai toujours dit, voilà, maman a, comme vous le savez, maman a un gros bobo et maman a raconté son histoire. C'est l'histoire de maman. C'est aussi un petit peu l'histoire de ma plus jeune fille. Et bon, elles savent que ça parle du gros bobo de maman et que dans le livre, on rigole aussi de temps en temps. Voilà. Et donc après, c'est rigolo parce que quand j'ai sorti mon livre, ma fille aînée m'a dit ah oui, mais attends, moi aussi, j'ai écrit un livre et en fait, elle s'est mise à faire un livre, elle a fait des C'est dessins magnifique. et elle m'a dit attention. C'est magnifique. Oui, alors c'était un très beau livre. Elle avait fait une histoire sur les dinosaures. Okay. Bon, et donc elle m'a dit, mais tu sais maman, je vais être en dédicace là, donc si tu veux, je te fais. Ah mais donc bon, elle a bien compris le concept. Et donc bon, ça c'était important. Et puis après, sur un des salons, il y a ma fille aînée qui est venue me voir aussi. Et donc ça, c'était super. Elle était sur mes genoux et les gens venaient. Je leur faisais des dédicaces et bon, voilà, elle était super fière. Elle a demandé à ce qu'on la prenne en photo avec moi, avec le livre. Donc oui, bon, ce livre, je te dis, il a une place dans toute la famille. Et puis mon mari, c'est vrai qu'il avait été forcément très touché par cette histoire, mais il avait été très très digne. Il avait vraiment été mon soignant pendant toute la période où j'étais en convalescence. Quand j'ai commencé à aller mieux, lui, il a commencé à aller moins bien. Normal. Et en fait, ce livre, ça a été, je pense, une réparation également parce que nous n'avons pas pu avoir un procès, nous n'avons pas pu avoir un dossier monté de A à Z pour lancer cette procédure. À un moment donné, avec une avocate, il était question que mon mari soit co-plaignant. Mais donc finalement, comme on est parti en procédure amiable, ça ne concernait plus que moi. Et c'est vrai que je pense que il a été très touché parce que à chaque fois que les personnes lisent le livre, j'ai toujours un commentaire sur mon mari. Il a été extraordinaire, voilà. Et ça, je pense que c'est la plus belle récompense pour lui, c'est qu'on reconnaisse tout ce qu'il a fait dans l'ombre. Donc oui, c'est une très belle. Ce livre, c'est très important pour tous les membres de la famille. Ça a été très important aussi pour mes parents, qui ont été également mes aidants. Et ça leur a permis aussi de pouvoir communiquer sur mon histoire, parce que quand quand vous accouchez et quand on vous dit oui, ça s'est pas très bien passé, parfois autour de vous, vous pouvez avoir des réactions, oui, bon, c'est normal, tous les accouchements sont comme ça, ou oui, mais c'est temporaire, ou c'est rien du tout, et en fait, le fait que les personnes lisent le livre, je pense que pour certains, ça a été une prise de conscience que quand quelqu'un vous dit attention, ça s'est pas bien passé, ça peut être vraiment un événement malheureusement très douloureux, bien que ce soit en même temps un événement heureux. Donc là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Il y a aussi des personnes de mon entourage qui m'ont dit je n'avais jamais entendu parler des violences obstétricales, des personnes qui m'ont dit je ne pensais pas que ça existait, je ne pensais pas que ça puisse exister en France, je ne pensais pas que ça puisse exister au XXIe siècle. Donc oui, ça a permis aussi je pense, d'allumer une lumière
et d'être vigilant aussi pour toutes les futures mamans. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ah bah maintenant quand tu auras une personne qui attendra un bébé, je m'en souviendrai. Et alors j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit est-ce qu'on doit lire ton livre quand on est enceinte? Alors, je dis très honnêtement, je ne conseille pas. Je ne conseille pas de. Chacun fait comme il veut. Si on veut lire le livre quand on est enceinte, on a le droit, hein, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup me renseigner. J'ai lu beaucoup de livres, mais très honnêtement, dans tous les livres que j'ai lus, je n'ai jamais lu de livre qui parlait de violence obstétricale. Voilà, j'en ai jamais entendu parler. J'avais entendu un témoignage d'une femme qui avait eu un soignant qui lui était monté dessus, d'accord, mais ça semblait vraiment de l'ordre de l'anecdotique. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait, c'est vrai, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, enfin, tous les jours, il y a une personne qui témoigne. Donc non, c'est pas anecdotique, c'est juste que on ne dit pas forcément, on n'ose pas forcément le dire, on ne sait pas vraiment à qui le dire, on ne sait pas mettre des mots dessus. Donc c'est forcément, puis ça touche à l'intime. Je me souviens très bien de soignants qui m'ont expliqué que parfois les jeunes mamans n'osaient même pas le dire à leur conjoint. J'allais dire, on ne se rend pas compte à quel point ce traumatisme-là n'a pas simplement une répercussion sur l'accouchement, sur la naissance du bébé, mais c'est une répercussion sur sa vie, et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, sur sa sexualité, sur sa relation au corps, et après sur la douleur même, pour aller aux toilettes tous les jours, pour marcher, pour mille et une choses. Donc c'est fondamental de pouvoir prendre conscience que la parole existe. Mais du coup, si, je ne sais pas, il n'y a pas de témoignage là, mais si une femme traverse ce genre d'événement ou que le compagnon sait que sa compagne l'a vécu, etc., à qui, entre guillemets, on peut s'adresser dans ces moments-là? Alors, ça dépend de ce qu'on souhaite. Moi, la première chose, c'est le meilleur conseil que j'ai eu de ma sage-femme libérale, c'est vraiment d'écrire une lettre à la maternité. Ça paraît... on a tellement de choses à faire avec le bébé, etc. On se dit oui, non, on fera ça à un autre moment, ou j'ai pas envie de me mettre la tête dedans, parce qu'il faut choisir ses mots en fait. Enfin, moi, j'ai toujours été très diplomate, donc les mots que j'ai choisis n'étaient pas des mots écrits sous le signe de la colère. Mais on peut très bien être en colère et écrire des mots qui sont plus ou moins forts. Mais moi, j'avais tellement peur qu'on ne me croie pas, parce que mon histoire est tellement incroyable, que j'étais vraiment dans la mesure de chaque mot. Donc, moi, ce que je conseillerais... Et juste coupe, mais pour ceux qui arrivent là maintenant, cette histoire incroyable, tu l'as racontée dans le premier live. Hein, donc, ceux qui ont envie d'y aller, on va... Voilà. Et puis, il y a le bouquin, bien sûr. Donc, la première chose que tu dis, c'est d'écrire cette lettre. Alors, c'est pas une lettre avec une réception, etc. C'est juste un courrier traditionnel. Voilà, un courrier simple qu'on adresse au chef de service de la maternité, dans lequel on raconte ce qu'on a vécu, exactement comme ce que j'ai fait. Après, il y a deux possibilités. Soit on vous répond, comme moi ça a été le cas, soit on ne vous répond pas. Et après, il y a qu'est-ce qu'on vous répond? Si on vous répond, on peut vous proposer un rendez-vous. Moi, en l'occurrence, on m'a juste présenté des excuses. J'aurais pu rencontrer le chef de service de la maternité, mais je voyais pas trop l'intérêt vu qu'il n'était pas là. Et surtout, parce que dans le courrier, j'apprenais que la sage-femme qui était présente lors de mon accouchement avait été remerciée quelque temps après mon accouchement. Donc, je m'attendais pas à des excuses. J'ai eu des excuses. Je m'attendais pas à ce que la sage-femme soit remerciée. Elle a été remerciée. Donc, à la limite, moi, je pense que je m'en serais arrêtée là. Mais c'est le fait d'avoir eu des erreurs médicales, le fait de savoir que j'allais avoir des séquelles à vie. Là, effectivement, vous dites non, je ne peux pas m'arrêter là. Donc après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, moi j'ai ressenti le besoin de discuter avec les soignants qui étaient présents lors de mon accouchement. Si c'est ce que vous souhaitez, vous pouvez. Je pouvais aussi aller au commissariat porter plainte. J'ai décidé de ne pas le faire parce que je trouvais que c'était injuste d'aller porter plainte contre la sage-femme
qui avait été violente à bien des égards entre les paroles, entre le non-consentement, etc., etc. Plus quand même, ce que je peux dire, la machine qui délivrait la péridurale qui n'avait pas été rallumée, qui m'a laissé quand même 1h30 recousue à vif, où là on peut vraiment parler d'une extrême violence. Là, non, j'ai décidé de ne pas le faire parce que pourquoi elle et pourquoi pas l'infirmière qui était également présente. Donc ça c'est tout à fait possible. Après il y a aussi, moi ce que j'encourage vraiment les personnes à s'occuper de leur santé mentale. Ça paraît complètement futile quand on a des douleurs, mais j'assure que vraiment quand on a un stress post-traumatique, c'est important de s'en occuper et de s'en occuper le plus rapidement possible. Il y a plein de méthodes, il y a le MDR, il y a l'EFT. Moi, personnellement, j'ai été dirigée vers une praticienne EMDR. C'est ma généraliste lors du rendez-vous des 6 semaines, le rendez-vous obligatoire, qui m'a conseillé de me renseigner sur cette méthode. Donc là, pareil, elle m'a pas imposé un rendez-vous, elle m'a dit renseignez-vous et si ça vous parle, si vous en ressentez le besoin, allez-y. Et effectivement, j'en ai ressenti le besoin et j'y suis allée. Donc tout ça pour dire que la santé mentale c'est important et puis après il y a la santé physique. Donc effectivement, tout dépend du problème qu'on a eu, mais on peut effectivement se renseigner sur la thérapie, on peut aller voir son généraliste, on peut aller voir sa sage-femme, on peut aller voir voilà plein de praticiens. Moi, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Hein. J'aurai sans doute des séquelles à vie. Ça me demande une surveillance au quotidien. Il y a aussi des choses sur lesquelles j'ai dû faire un deuil. Avant d'avoir mes enfants, je faisais de la Zumba. Aujourd'hui, je vais pas faire de Zumba, je vais pas courir. Ça, tu vois, c'est très problématique dans mon quotidien. Moi qui ai 2 enfants, quand j'ai mes 2 petites qui se mettent à courir dans la rue, alors qu'il y a des vélos, des trottinettes, qu'elles peuvent aller sur la route parce que en fait, sur le trottoir d'en face, il y a des copains et que je ne peux pas les rattraper. Ça, pour moi, c'est terrible. Et c'est terrible, en fait, quand tu as une douleur invisible, que les gens ne le voient pas. Ça m'est arrivé une fois, les filles étaient en trottinette. Elles se sont mises à foncer. On était pourtant dans une partie piétonne, mais d'un seul coup, elles se sont mises à foncer. Elles sont sorties de la partie piétonne. Et donc, j'ai crié, j'ai dit, arrêtez-les, arrêtez-les, arrêtez-les. Et ben, il y a une personne qui m'a dit, oh moi madame, je suis vieux, j'ai mal au dos, donc je vais pas courir. Et puis en fait, c'est un monsieur qui a arrêté les filles et il comprenait pas pourquoi j'avais pas couru après. Il pensait que je m'étais un peu pris pour une princesse. Donc je lui ai dit, je suis désolée, j'ai des douleurs, je peux pas courir, j'ai un souci de santé. Mais c'est pas évident. Pour les personnes à Nantes, t'es jeune, donc t'as pas de souci. Et voilà. Et pareil, tu vois, en ce moment, donc suite à mon accouchement, j'ai vraiment une douleur au psoas. Donc le psoas, en gros, c'est vers la jambe. Enfin, c'est un ensemble, mais pour situer grossièrement, voilà, c'est à ce niveau-là. Et en fait, je ne le savais pas, mais c'est très sensible aux températures extrêmes. Et donc là, quand il fait très froid, il y a des moments où j'ai l'impression que je ne peux plus marcher. Et cet été, alors que ça faisait plus de 2 ans que j'avais accouché, je me suis retrouvée à ne plus pouvoir marcher. Et parce qu'il faisait très chaud. Tu vois, donc il y a des moments aussi où tu as l'impression que tu as bien avancé dans ta guérison, mais tu peux avoir aussi des rechutes fulgurantes. Il faut en fait en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Il faut composer avec aussi parce que tu n'as pas le choix. Je voulais te proposer un truc. Est-ce que tu as déjà essayé de la crème Rescue? Non. Je dis pas que ça va faire des miracles, hein, j'en sais rien. Mais si tu as envie de faire un test, de mettre de la crème au niveau des psoas, enfin des 2 parties, j'imagine, chacun. Oui. Oui. Je te propose d'essayer, tu verras bien.
il y a Ah oui, bah oui, une forme volontiers. de, tu vois, je ne sais pas si c'est une forme d'amélioration de Mhm. confort, je ne sais pas. Moi, j'ai eu plusieurs expériences avec cette crème assez exceptionnelle. Donc voilà. Après, ça n'a rien à voir avec un travail que tu peux faire avec un kiné ou avec du massage, Bien etc. sûr, Tu vois, c'est quelque chose que tu peux faire en complément, mais ça vaut le coup d'essayer en tout cas. très bien. Tu te rappelles, je t'avais appelé, on avait parlé Oui, après de certains. oui. Ouais. Mm. Mais ouais, après, bon, moi, tu vois, il y a toutes les fleurs qui me viennent à l'esprit quand tu me parles, hein, parce que, Mm. bon, il y a de l'EMDR, il y a tout ce que tu peux faire en sophrologie, j'imagine, en hypnose, enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Oui, Et puis moi, sur le plan émotionnel, c'est sûr que j'entends aussi des fleurs qui sont encore présentes, tu vois, et qui sont aussi présentes, bah, comme Star of Bethlehem, qui est une des fleurs du rescue, qui est tout stress post-traumatique, mais qui est encore le stress post-traumatique de ce que tu viens d'évoquer, par exemple. Et qui peut être aussi une forme de choc à chaque fois que c'est dans une incapacité de pouvoir bah, te mouvoir comme tu aimerais mm. et de voir que le choc est réactivé de ta non-motricité, en fait, tu vois. C'est quand même très impactant, en fait. C'est tous ces chocs-là qui sont les stress post-traumatiques qui sont liés à, voilà, il y a 3 ans hein, déjà maintenant, Mm. et qui sont encore présents, en fait. Malgré le fait que tu as l'impression, et c'est juste d'avoir été réparé sur plusieurs plans, il y a quand même ton corps qui est encore dans cette forme de séquelle. Bien sûr. Je suis obligée de faire 2 à 3 séances de sport par semaine où je reprends des exercices que je faisais avec ma kiné pour être mobile, Bien sûr. tu vois, pour être bien, pour en fait bien chauffer le psoas pour avoir une fluidité en fait, parce que sinon, bah, en fait, très rapidement, tout dégénère. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Bah, il faut de l'entretien quand le corps a été traumatisé. Mm. Tout est une question après de rééducation et c'est du long terme en fait. Hein. Tu vois autre chose à ajouter, Delphine? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Bah écoute, non, enfin, je pense que voilà, si je dois faire le bilan, c'est vrai que c'est une sacrée épreuve. Je m'attendais pas à ça. Mais ma plus grande fierté, en fait, c'est de l'avoir transformé en quelque chose de beau. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ce que je voudrais que mes filles retiennent plus tard. C'est-à-dire que on va tous avoir des épreuves. L'épreuve que j'ai eue, c'est une parmi tant d'autres. Il y en aura d'autres encore. Mais si seulement on pouvait réussir à transformer en quelque chose, c'est vrai que je pensais pas avoir les ressources pour le faire, mais c'est vrai que quand parfois on est au plus bas, on peut que remonter et j'avais tellement envie de vivre pour mes filles, pour les voir grandir que je crois que elles m'ont insufflé une force qui me permet aujourd'hui d'être debout. Et c'est une vraie réparation de pouvoir parler de tout ça, de pouvoir partager, de pouvoir sensibiliser. Et, euh, j'ai vraiment envie de continuer. Ce sera mon combat jusqu'à mon dernier souffle. Enfin, vraiment, je, cette nouvelle vie, elle est dédiée à ça. Voilà. C'est pour autant, j'ai toujours, voilà, j'étais toujours assistante de direction. En apparence, j'ai une vie euh, normale, tu Classique. vois, mais c'est vrai que classique, mais oui, normal, c'est vrai que ça ne veut pas dire, mais j'ai une vie classique, mais c'est vrai que au fond de moi, il y a une intention particulière et j'ai cette envie que les choses évoluent et j'en ai l'intime conviction et je suis prête à déployer toute mon énergie au quotidien pour que ça évolue et je suis contente parce que tu t'as parlé de MeToo. MeToo, c'est incroyable comment ce mouvement ça a changé tellement de choses et ça continue en fait, ça continue. Moi qui suis beaucoup les conséquences de ce mouvement, en fait, il y a plein de milieux où très opaques qui commencent à s'éclairer et en fait bientôt ça va s'éclairer partout Bah, tu et, vois, il y a et, des vidéos en ce moment sur la sexualité, sur cette personne et qui a tourné des pornos et qui est réalisatrice et qui parle aussi de ce consentement, de cette violence. Ça fait partie du même mouvement, hein, finalement.
la place de la femme, de la relation, du regard qu'on peut avoir sur. C'est un spectre extrêmement large et on est tous concernés. C'est pas toutes, hein. On est tous concernés. Exactement. Et tu parles de tes filles, tu dis j'aimerais que plus tard. Mais moi, ce que j'entends, c'est que tes filles, elles sont déjà. Ah bah. C'est pas plus tard. Mes filles sont féministes, ça j'en suis certaine. Là, mais oui. Non. Elles vont pas attendre plus tard. Elles le sont déjà. Elles sont porteuses de ce message. Exactement. Elles sont l'incarnation de ce message. Et tu sais, je suis vraiment étonnée parce qu'elles ont que 3 et 5 ans. Mais elles disent, surtout ma petite de 3 ans, tu vois, donc même déjà quand elle avait 2 ans, elle me disait, un oui c'est un oui, un non c'est un non, un silence c'est un silence. Et ça, mais elle l'a vécu sa chair, Delphine. Elle sait de quoi. Enfin, tu vois. Elle est aussi, elle est venue t'accompagner, te soutenir. Elle était là, tu vois, et elle est là. Donc, c'est pas du plus tard pour moi, c'est du ici et maintenant, quoi. Vous êtes 4 dans cette famille et dans cette mission, de toute façon. Exactement, parce que mon mari, d'une autre façon, il est aussi. Bon, déjà, tu sais que il est à fond dans recoudre ça, puisque c'est lui qui fait toute la partie artistique. Donc c'est lui qui fait tous les visuels. Donc c'est un peu notre projet à tous les deux. Moi j'écris les textes, je choisis les sujets. Et quand je dis mais tu te rends compte toutes les tant de minutes il y a une femme dans le monde qui voilà. Et ben il me dit ah mais bon mais c'est incroyable. Enfin donc il est intéressé par ça alors que sans doute il n'aurait pas été autant s'il n'avait pas vécu tout ce qu'il a vécu. Mes filles, voilà, elles ont cette notion de consentement et d'intimité également, de qu'est-ce que c'est un geste déplacé, qu'est-ce que c'est l'intime mais à l'intime à la fois intellectuel et physique. Alors que bon, elles sont toutes jeunes. Oui, mais regarde, et le rapport aux autres. Tu vois comment ça se passe à l'école. Tu vois, à la maternelle, ah bah oui. Il y a des regards, il y a des gestes déplacés de la part des adultes et de la part des enfants entre eux. Donc forcément, elles ont déjà leur mission au sein de leur sphère sociale, relationnelle. Donc ça a forcément un impact énorme sur tout le monde, tu vois. Je suis contente parce que elles ont bien conscience de ce qui est important, c'est-à-dire que c'est elles qui choisissent. Voilà, et ça, c'est ce que je leur dis souvent, c'est si dans ta vie, c'est toi qui choisis les personnes que tu fréquentes, tes amis, les personnes que tu aimes, ce sont des choix du coup que tu assumes. Et du coup, c'est des choix que tu accepteras, peu importe l'issue en fait, parce que tu les auras choisis. Que ça se finisse bien ou pas bien. Enfin voilà, c'est ton choix en pleine conscience. Et ça, c'est important en fait de se rendre compte qu'on est maître de ça. Bah, c'est une forme de responsabilisation, tu vois. Et ça, c'est capital. Ça veut dire qu'on a aussi toutes les clés en main, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, en fait. Ben, merci beaucoup, Delphine, pour ce moment je t'en prie. Passé ensemble. Et je me réjouis de lire ton livre, évidemment. Et puis, je referai quelques posts à l'occasion, tu vois, pour le mettre en avant. Écoute, avec plaisir. J'ai hâte d'avoir ta réaction. C'est vrai que ce sera intéressant que tu me dises entre ce que tu savais de mon histoire et ce que tu as lu, comment cette différence de perception tu l'as vécue. C'est vrai que tu vois, même mes parents qui étaient au cœur de mon histoire, ça leur a fait quelque chose en lisant. Parce qu'en fait, dans mon livre, il y a vraiment mes pensées et ma façon d'aborder les problèmes, ma façon c'est voilà où j'essaie de tourner ça, où c'est très ironique, où c'est une forme de recul. Mais voilà,
c'est sans doute en fait, ce qui est le plus intime dans mon livre, c'est pas tant le fait que je parle de mon intimité physique. Je crois que c'est la façon dont je me livre qui est vraiment ma façon de penser. C'est vraiment mon journal intime, ce livre. Et d'ailleurs, ça l'a été. Je me suis basée sur des choses que j'avais écrites à mes enfants ou des messages que j'avais envoyés à ma famille. Enfin, c'est vraiment, ça vient vraiment du fin fond de mon être. Donc c'est ça qui va être intéressant dans ce que tu vas T'as lire. failli y passer quand même, Delphine. Ah oui, j'ai vraiment cru que j'étais morte. Mais c'est sûr. j'ai pas compris. En fait, ce qui était perturbant, c'est que bon, j'avais entendu des histoires de vie après la mort, de tunnels, de lumière. Et en fait, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'au moment où j'ai vraiment senti que j'étais en train de mourir, je n'ai pas vu cette lumière. Et pendant plusieurs mois, je n'ai pas compris ce que j'avais vécu. Je n'ai pas osé en parler, même à ma psychologue, et je n'ai pas osé. En fait, je disais, il s'est passé quelque chose d'étrange, mais j'arrive même pas à mettre de mots, en fait. Et c'est en lisant le livre de Sarah Abitbol, Ainsi en silence, que j'ai enfin compris ce que j'avais vécu. J'avais vécu une dissociation traumatique. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet que je trouve très étonnant, et en même temps incroyable de se dire que voilà, que l'idée que ton corps te protège, je trouve ça extraordinaire. Bien sûr. Bah, le choc est tellement violent que c'est pas supportable en termes de quantification de douleur, de traumatisme, de choc. Enfin, il n'y a plus de mots de toute façon parce que c'est tout un ensemble de mots ensemble qui vont faire que la violence est telle qu'il y a cette forme de retrait. Écoute, j'ai hâte de lire ton livre parce que voilà, tu vois, non mais c'est un message de vie, un message d'espoir aussi. Je l'ai pas lu, mais je connais la teneur à travers, tu vois, notre rencontre il y a 1 an et maintenant quoi en fait. Donc voilà. Puis j'ai ma sensibilité qui fait que je capte des trucs aussi, tu vois. Donc voilà. Et je vais le mettre dans la playlist aussi expérience, tu sais. Mort imminente et compagnie. Tu sais que j'avais reçu Sonia Barcala, j'ai fait un live avec elle sur son livre et la vidéo a été vue 10 000 fois, tu vois. Ah ouais. C'est un truc de fou. Mais c'est un sujet qui est universel. Universel, exactement. Et donc, je suis contente qu'il y ait cette partie aussi dans ton livre parce que c'est vraiment important aussi à prendre en considération parce que, comme tu disais, tu te lèves le matin et tu dis, c'est peut-être le dernier jour. Et quand on a touché du doigt à ce point la fragilité aussi de la vie, mais à travers cette douleur, c'est chouette aussi de pouvoir nous laisser ce message-là, tu vois. Ça relativise aussi pas mal de choses. Exactement. Et c'est vrai que je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, mais dans mon témoignage, j'espère réussir à transmettre effectivement cette urgence de vivre. Parce que on a l'impression que d'être dans une routine, etc., mais on se rend pas compte à quel point ça peut s'arrêter vraiment du jour au lendemain. Et en fait, c'est important d'être en phase avec ce qu'on souhaite profondément. C'est-à-dire, moi, en fait, je me suis rendu compte que au moment où je sentais que j'allais mourir, que j'étais pas en phase, j'étais en colère, j'étais mal parce que je considérais que c'était trop tôt. Mais enfin, je pense que tout le monde se dit, peu importe son âge, que c'est toujours trop tôt. Et donc, pour ne plus avoir cette sensation que c'est trop tôt, c'est important de faire des choses qui ont du sens pour nous afin d'être soulagé de ça. De se dire, bon, j'ai fait ça. Quoi qu'il arrive, j'ai fait ça. Et moi, c'est ça. Quoi qu'il arrive, j'ai fait mon livre. Et ça, c'est très important pour moi. Et
Et donc oui, et après, pour moi, effectivement, le plus important, c'était ma relation avec mon bébé. Me dire que j'allais mourir alors qu'elle venait de naître, que j'allais pas la connaître, je peux t'assurer qu'à chaque fois qu'elle faisait quelque chose pour la première fois, quand elle marchait pour la première fois, quand elle m'appelait maman pour la première fois, c'était, je me sentais mal en fait, dans le sens où j'étais très heureuse de vivre ça, mais j'avais après comme un espèce de frisson glaçant où je me disais mais mon Dieu, mais j'ai failli ne pas le voir. Ça s'est joué à rien. Et ça c'est cette prise de conscience que j'avais. Donc tu vois, vraiment, je pense que c'est les 18 premiers mois où les enfants grandissent à une vitesse folle. Bah, ça faisait vraiment à chaque fois un électrochoc. Bon, maintenant que je la connais, que ça va, je suis apaisée à ce niveau-là. Mais c'est vrai que au tout début, je pense que c'était le plus difficile à vivre, c'était de se dire que je l'avais peut-être complètement raté, que j'avais été en symbiose totale avec elle quand elle était dans mon ventre, mais qu'après j'allais pas la connaître. Ça, bon. Donc, voilà, c'est important de savoir que ce qu'il y a autour de nous, c'est éphémère et de pas tarder à faire des choses, à essayer de réaliser ses rêves. Je veux dire, c'est pas grave s'ils se réalisent ou s'ils se réalisent pas. Je crois profondément qu'ils se réalisent quand on en a l'envie, mais la volonté, quand on serait prêt à déplacer des montagnes. Je crois que quoi qu'il arrive, il se passe des choses. Je crois que c'est une question d'intention. Et quand j'ai un doute, je regarde mon livre et je sais que en fait, je me Je vois rapproche. bien qu'il y Voilà. a c'est au-delà d'intention, parce que quand je disais que Exactement. c'est un appel de l'âme, bon, bah après, ça Mm, rejoint mm, aussi beaucoup de ce que je pense profondément. Alors, je suis évidemment dans les fleurs de Bach et Édouard Bach, c'est aussi mm, là-dedans, tu vois, mais il y a quelque chose qui nous pousse, à mon sens, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas, j'ai envie d'y mettre ces mots-là, de l'âme qui nous pousse vraiment aussi à agir. Il y a quelque chose qui est mm. au-delà de notre propre C'est volonté. ça. Tu vois, je pense qu'il y a quelque chose, si on écoute cette forme d'introspection intuitive ou de guide intérieur, appelons-le comme on veut, mais quelque Oui. chose qui vraiment nous pousse inéluctablement à y aller en fait. Et je pense que la réponse elle est là et c'est pas le terme de rendu. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'attente, il faut y aller, tu vois. Et le retour il est ce qu'il est, mais je veux dire, je pense que la nécessité c'est de faire ça et de pas passer à côté de notre vie en fait. Hein. Mm. De s'écouter, effectivement. En fait, cet événement m'a permis de prendre conscience que notre intuition, notre ressenti, enfin que notre voix intérieure, il fallait vraiment l'écouter et mettre le son à fond. Complètement. Tu vois? Bah ouais, ouais, c'est Voilà. clair. Bah c'est ce qui rend joyeux, c'est ce qui donne du sens, Mm, c'est ce qui, c'est l'amour aussi qui nous porte, tu vois, à être, voilà, c'est la foi aussi, c'est la mm, confiance. Enfin, mm. c'est plein d'éléments auxquels on a besoin de se raccrocher dans les moments de tempête. Hein. Je te fais un gros hug de loin. Oh, bah moi aussi, moi aussi. Non, mais c'est beau. Enfin, voilà, ça me touche tout ce que tu dis et voilà, je sens que tu t'es comme moi, que voilà, tu as cette vibration de cette urgence et je trouve ça génial et effectivement une fois qu'on le ressent on ne peut plus l'occulter on ne peut que le que suivre ce mouvement. On est d'accord. Bah, écoute, je remercie ton mari et tes filles de t'avoir libéré ce soir avec C'est quelqu'un vrai que de c'était mon babysitter. Tu m'as dit donne-moi une date, je t'avais dit attends, je regarde par rapport à tous les agendas et Ah tout. oui, je me Et c'est doute, vrai, je m'étais c'est organisée. normal. Et voilà, je remercie effectivement mon amour de babysitter d'avoir œuvré ce soir.
Voilà, c'est cool. Et puis, je te fais un petit signe, pareil, je remets encore une fois sur YouTube et je remettrai, tu sais, à la fin de la vidéo, je remettrai la petite vidéo, la première, et je mettrai les liens que tu mettras là maintenant en message privé sur la technique que tu as utilisée, comme ça, Oui. ça donnera, et puis aussi le titre de ton livre, etc. Je sais pas si chez Flammarion, parce que moi, par exemple, chez Le Duc, ils le font, tu sais, ils font des extraits du livre. Est-ce que c'est aussi le cas chez Flammarion sur ton bouquin? Oui, En PDF oui, en fait, gratuit. sur le site de Flammarion, il y a, je crois, les 20 premières Voilà, pages du moi c'est livre. pareil, ok. Et bah du coup, je mettrai ça, comme ça donnera aussi peut-être à certaines personnes l'intention aussi d'aller un peu plus loin dans la lecture et au-delà du live, hein. Mm. Et peut-être à dans un an pour la sortie du Ah, mais livre. alors, si tu veux qu'on fasse ça tous les ans, ce sera avec Avec grand plaisir. grande joie, et c'est clair. Même il y aura la sortie du livre pour les enfants, donc ce sera l'occasion, Oui, hein. oui, Je t'embrasse bien fort, Delphine. Je te remercie oui, infiniment. oui, moi aussi. À À très bientôt. bientôt. Ciao. Ciao. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.